Pourquoi Olivier Dubois, qui se savait en zone de kidnapping fréquent des citoyens français, a-t-il malgré tout accepté de se rendre à la rencontre d'un chef d'Al-Qaïda à Gao, dans le nord du Mali, sachant bien qu'il violait au moins ainsi les lois maliennes, qui condamnent toute forme d'intelligence avec les terroristes et d'étroite coopération avec eux, et ignorant les avertissements diplomatiques français à propos de cette zone? Pourquoi il a à tout prix voulu y aller? Mieux, l'hypothèse des journaux français que j'ai cités, à savoir Libération, TV5 Monde, RFI, Le Monde, c'est que Olivier Dubois, en bon journaliste, était passionné de l'information. Et il voulait arracher le scoop de l'interview d'Ag al-Bakay, chef terroriste qui prend en otage la région de Talatay. Et en particulier, Dubois avait envie de savoir pourquoi il y a des affrontements entre les terroristes d'Al-Qaïda, c'est-à-dire du JNIM, et les terroristes de l'État islamique. C'est cette question-là, cette question épistémique, cette question intellectuelle, cette curiosité, cette soif de savoir qui, selon la presse française, aurait inspiré la témérité d'Olivier Dubois à persister à vouloir à tout prix rencontrer Ag al-Bakay, le chef terroriste de la région de Talatay. Mais moi, ma question, et la question que nous nous posons tous en Afrique et dans le monde, c'est pourquoi prendre un tel risque pour si peu de contenu? Qui est franchement intéressé sur cette planète par les bisbilles entre deux chefs bandits, les chefs bandits de l'État islamique et les chefs bandits d'Al-Qaïda? Qui a envie de savoir pourquoi ils ne s'entendent pas? Alors que ce qui nous, en tant que peuple africain, en tant que fils et filles de l'Afrique, nous intéresse, c'est la destruction de tous les terroristes. Qui a envie de savoir pourquoi des bandits se chamaillent entre eux, alors que nous avons à combattre les bandits? Qui a envie de savoir, franchement, en France ou en Afrique, ce qui fait que le chef du JNIM et le chef de l'État islamique ne s'entendent pas? À la limite, ceux qui ont besoin de le savoir sont ceux qui mènent des opérations sur le terrain et qui pourraient profiter de ces mésententes pour opérer. Mais le grand public veut que le Mali, le Sahel, l'Afrique soient débarrassés des terroristes. Le grand public fait très peu de cas de la différence qu'on peut faire entre les terroristes d'Al-Qaïda et ceux de l'État islamique. Et c'est vrai en Afrique, c'est vrai en France. Donc du coup, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est sérieux d'essayer de nous vendre la thèse selon laquelle M. Olivier Dubois, par pure passion, parce qu'il voulait juste savoir ce qui se passe entre Al-Qaïda et le JNIM, M. Dubois est persisté à partir de Bamako, à entrer en contact avec un agent double, à la fois agent d'Al-Qaïda et agent de renseignement de l'armée française. Il est accepté, et on va voir dans la suite, il est accepté même que son billet d'avion soit payé par les terroristes. Que les terroristes lui donnent l'habit qu'il doit porter, l'hôtel dans lequel il doit habiter. Il a accepté tout cela uniquement pour revenir éventuellement avec une enquête dans laquelle il nous rapporterait pourquoi les chefs d'Al-Qaïda et ceux de l'État islamique ne s'entendent pas. Est-ce que franchement, la question en valait le risque? Voilà le problème tel qu'il est posé et ça me permet d'entrer dans la deuxième partie de cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une lecture commentée de l'enquête. Et je vais m'arrêter à chaque fois en lisant le texte de l'enquête pour souligner ce en quoi les journalistes de Libération, de Le Monde, de TV5 et consorts ne respectent pas notre intelligence. Donc, l'exercice est très simple. Là, maintenant, dans la deuxième partie de cette émission, j'ouvre ça et je vous lis le reportage. Je vous lis le reportage. Et chaque fois, je m'arrête là où ça cloche. De telle façon qu'en m'écoutant, vous aurez entendu la totalité du reportage, mais vous aurez aussi entendu les objections de l'Afrique des libertés. Parce que les journalistes qui ont fait ce reportage négligent la capacité des Africaines et des Africains aujourd'hui à comprendre les enjeux de la déstabilisation que le continent subit. Et ils font semblant de ne pas savoir ce qu'ils savent. Vous allez le voir, maintenant on va pas à pas. On va pas à pas. Bon, l'exercice n'est pas bien difficile, d'autant plus qu'il est passionnant. Éditorial par Dove Alphon.
C'est une enquête exceptionnelle que nous publions aujourd'hui. Exceptionnelle à plus d'un titre, d'abord parce qu'elle concerne un des nôtres, le correspondant de Libération au Mali, Olivier Dubois, journaliste indépendant travaillant aussi pour Le Point et Jeune Afrique. Je m'arrête d'abord là. Je suis frappé par l'effort que les journaux qui ont rédigé cette enquête font pour nous définir Olivier Dubois comme étant un journaliste indépendant. Il faut à tout prix qu'il soit indépendant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne dise pas que c'est Libération qui l'a envoyé. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Jeune Afrique qui l'a envoyé. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Le Monde ou bien Le Point qui l'a envoyé. C'est un journaliste indépendant. Alors, quand un journaliste est indépendant, c'est-à-dire qu'il travaille à son propre compte, mais qui est le maître de ses intérêts? Qui est responsable de ses intérêts? Qui fait ses calculs à sa place? La notion de journaliste indépendant, elle est très pratique parce qu'elle dédouane les agences de presse avec lesquelles travaille M. Olivier Dubois, mais en même temps, elle est très pratique parce qu'elle nous renseigne sur le fait que Olivier Dubois étant donc en fait en freelance, c'est-à-dire étant responsable de toutes ces initiatives pendant qu'il est au Mali, ben, il se sent tout à fait à l'aise pour mener des activités d'investigation dont les intérêts ne se recoupent pas nécessairement avec ceux des journaux dont il est le correspondant. Donc, Libération cherche à se protéger en présentant Olivier Dubois comme un journaliste indépendant pour qu'on ne dise pas que c'est Libération qui l'a envoyé faire de l'espionnage ou du contre-espionnage. D'accord? Mais en même temps, ce que Libération ne voit pas, c'est qu'il nous informe que Dubois, étant justement un journaliste indépendant, c'est-à-dire n'obéissant à aucune rédaction, Dubois était une espèce d'électron libre et qui pouvait par conséquent agir pour d'autres intérêts que ceux du journalisme. Voilà ce que révèle une lecture attentive. On continue. Alors, elle concerne le correspondant de Libération au Mali, Olivier Dubois, journaliste indépendant, travaillant aussi pour Le Point et Jeune Afrique. Ensuite, parce qu'elle ne s'appuie pas sur des témoignages recueillis par le journal, forcément partiels et difficiles à recouper, mais sur les comptes rendus de l'audition des responsables de l'opération Barkhane. Le premier brouillon de la vérité juridique telle qu'elle est définie côté français. Donc, l'enquête ne se base pas sur une confrontation de sources. Par exemple, on n'a pas pris le point de vue des autorités militaires et politiques françaises d'un côté, le point de vue des autorités militaires et politiques maliennes de l'autre. On n'a pas pris le point de vue des autorités politiques et juridiques nigériennes. On n'a pas pris le point de vue des autorités sahéliennes, n'est-ce pas? On a fait une enquête uniquement à partir du relevé des déclarations des responsables militaires de Barkhane devant les juges. Donc, du coup, nous, Afrique des libertés, ça nous pose un deuxième problème. Est-ce que cette enquête peut être sérieuse puisqu'elle ne tient compte que du point de vue d'une partie? Est-ce qu'on peut prendre au sérieux une enquête dans laquelle ce sont uniquement les déclarations des militaires de Barkhane qui sont la base de la reconstitution des faits? Les militaires de Barkhane étant de fait une partie de l'affaire, puisque l'enquête révèle qu'ils ont accompagné, parfois à son insu, toutes les manœuvres du journaliste Olivier Dubois, parce qu'il chercherait derrière lui à repérer le chef terroriste Ag, comment il s'appelle, Ag al-Bakay. Alors, du coup, est-ce que c'est sérieux de la part d'une enquête ne se baser que sur ce que disent devant les tribunaux, eh bien, dit devant les tribunaux l'une des parties impliquées? On continue. C'est ce que j'appelle lire intelligemment ces journaux et manger, pour ainsi dire, le piment dans leur bouche. Bon, on continue. Enfin, parce qu'une fois n'est pas coutume, cette enquête a été menée en parallèle par 4 médias. Nos confrères du Monde, de RFI et de TV5 ont aussi pu consulter le dossier judiciaire. On y apprend que le 8 avril 2021, les ravisseurs ont capturé Olivier Dubois sans que la force Barkhane, qui comptait à l'époque plus de 2000 soldats à Gao, ne semble être intervenue. Alors, moi je me pose la question de savoir pourquoi la justice a permis à tous ces journaux de consulter le dossier. D'autant plus que, une fois que tous ces journaux ont consulté le dossier, c'est-à-dire le point de vue unique des militaires de Barkhane, ils ont donné une version de l'affaire qui est conforme au point de vue unique des militaires de Barkhane. Ce qui veut dire que cela ressemble à une campagne de presse pour imposer une thèse. Imposer la thèse des autorités militaires françaises sur l'affaire de l'enlèvement. On prend 4 grands journaux français. On leur donne accès aux auditions des membres de Barkhane. C'est-à-dire à l'audition d'un seul et principal point de vue sur l'affaire de l'enlèvement.
les 4 journaux en question vont publier les résultats de leur enquête, c'est-à-dire répandre la thèse d'un camp. Donc, il s'agit manifestement d'une campagne de presse pour imposer dans l'opinion le point de vue de Barkhane sur ce qui s'est passé, le 8 avril 2021 avec Olivier Dubois au Mali. On continue. On apprend quand même que le journaliste a été enlevé dans une zone où il y avait suffisamment de militaires français, plus de 2000. Par conséquent, s'il voulait intervenir et même simplement encercler les preneurs d'otages, ceux-ci, tout naturellement, auraient été obligés soit de libérer l'otage, soit de finir capturé, voire mort avec lui. On continue. Le 3e homme de cette affaire, pour utiliser le terme immortalisé par Graham Greene pour décrire un intermédiaire au double jeu, est l'interprète, le chauffeur et l'homme de confiance d'Olivier Dubois à Gao, Kader, un Touareg de 25 ans, dont l'officier traitant français dit dans son audition: je lui ai expliqué que l'argent pouvait être donné seulement en lien avec le résultat, à savoir l'arrestation ou la neutralisation d'Al-Bakay, sans pour autant lui dire quand cette manœuvre aurait lieu. On apprend que cet intermédiaire avait déjà été mis en quelque sorte en appétit par l'armée française, qui lui avait promis de lui donner de l'argent, beaucoup d'argent, s'il facilitait l'arrestation du chef terroriste Ag al-Bakay. En même temps, on n'avait pas dit à l'intermédiaire comment l'arrestation aurait lieu. On ne lui avait même pas dit si elle aurait lieu lors de l'interview avec Olivier Dubois. On lui a fait miroiter une très grande promesse d'argent s'il facilitait par le renseignement le repérage de ce chef terroriste. Alors, paradoxe. On a mis de l'argent, on a promis de l'argent à un informateur, à un agent double, à la fois membre d'Al-Qaïda et informateur de l'armée française, pour faire repérer un chef terroriste. Et au moment d'arrêter le chef terroriste, on ne l'a pas arrêté. On a plutôt laissé le chef terroriste en question prendre Olivier Dubois en otage. On commence à voir clair dedans. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait laissé prendre Olivier Dubois alors qu'on a parfaitement suivi d'un bout à l'autre ses déplacements et qu'on savait où il allait, avec qui il allait, et même que l'intermédiaire, à la fois Al-Qaïda et informateur de l'armée française, était parfaitement maîtrisé. Bon, exerçons notre intelligence, lisons. Je sais que c'est un crime maintenant dans la France-Afrique, des gens qui lisent intelligemment. On continue à lire. À partir de là, tout s'emballe, laissant une question qui doit être clairement posée. L'armée française a-t-elle été tentée d'utiliser un journaliste à son insu pour localiser un ennemi? Alors moi, je me demande comment ils peuvent dire qu'on a utilisé Olivier Dubois à son insu. Puisque dans la suite, on va apprendre qu'Olivier Dubois connaissait son interlocuteur depuis 2016. Et qu'il l'hébergeait même parfois dans sa maison à Bamako. Et que les deux se considéraient comme des frères. Comment ils peuvent penser qu'Olivier Dubois va héberger chez lui, comme on va le lire après, quelqu'un qu'il considère comme son frère, quelqu'un qui est son intermédiaire pour entrer en contact avec les chefs terroristes, et ne pas savoir que cette personne-là est un agent double?